Un mot sur les déclarations de Josep Borrell. Est-ce qu'il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas ? Est-ce qu'il se mêle de ce qu'il ne regarde pas ? Mais je rappelle, ces déclarations, toute attaque nucléaire contre l'Ukraine entraînera une réponse, pas une réponse nucléaire, mais une réponse militaire si puissante que l'armée russe sera anéantie. Alors, il y a deux hypothèses, parce que Josep Borrell, c'est le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Donc, les questions de politique étrangère sont décidées au sein de l'Union européenne à l'unanimité. Donc, première hypothèse, il a consulté l'ensemble des ambassadeurs qui lui ont dit, voilà, vous portez ce message, on vous charge de porter ce message. D'accord ? Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, connaissant Borrell, qui est la plus probable, c'est que là, il a fait du patinage artistique, mais version libre. Il a quitté les figures imposées, parce que là, il a quand même été très très loin dans la précision. Donc je pense qu'il a dit ce que beaucoup de gens pensent, c'est-à-dire les Américains eux-mêmes, c'est ce qu'ils qu'avait dit Petraeus ou voilà, c'est-à-dire on n'utilisera pas l'arme nucléaire. Et donc encore une fois là, ce qui est terrible, c'est qu'on est en train de dissiper ce flou artistique, parce que face à quelqu'un qui menace de déclencher l'Armageddon, nous on lui répond, nous on utilisera la tapette à mouche. Dire ça n'a pas de sens. Il dit pas tout à fait ça. Il dit on va anéantir votre armée. On va vous rendre. Mais vous vous rendez compte, il totalement inopérant. inopérant. 100 mégatonnes, par exemple sur Kherson, ça ne nous touchera pas directement, hein, donc ça va raser tout le sud-est de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc on va envoyer des missiles pour couler la flotte de la mer Noire. Non, mais si on anéantit l'armée russe, c'est quand même pas rien. D'abord, est-ce qu'on a les moyens de ça, c'est autre chose. Et on l'anéantit où ? Est-ce que c'est uniquement l'armée russe qui se trouve en Ukraine ? Est-ce qu'on anéantit toutes les bases à l'intérieur de la Russie ? Mais vous trouvez qu'il donne trop de précision. Alors là, vous en réclameriez encore davantage. Dans ce cas-là, il vaut mieux se taire que de parler. Donc je pense que là, à mon avis, il est parti en live. Et ce ne serait pas la première fois que Josep Borrell, que j'aime bien par ailleurs, parce que c'est un fin observateur de la politique internationale, que Josep Borrell se laisse aller à des propos que personne ne lui a demandé de tenir. Alors, juste d'abord, là, vous avez raison de dire que c'est quelque part le le chef de la diplomatie européenne, mais l'Europe en tant que telle ne dispose pas de force nucléaire. Donc là, en fait, il se fait le porte-parole de Londres et de Paris. Moi, je ne suis pas du tout certain. Et de Washington. Et de Washington, effectivement, sauf qu'il n'est quand même pas membre. Enfin, attendez, mais c'est pas le chef de l'OTAN. Attendez, non, de Washington, non, de Paris et de Londres, essentiellement. Mais il cite les États-Unis, je crois. Non, mais il les cite s'il a envie de les citer. Sauf que son statut, ce n'est pas le chef de l'OTAN. Et donc, par conséquent, il se fait le porte-parole, à mon avis, peut-être un petit peu rapidement et indûment, là je vous rejoins tout à fait, de Londres et de Paris. Et il confond son rôle peut-être d'observateur, attentif, intelligent, fin, avec son rôle de dirigeant. C'est-à-dire qu'un observateur se souviendrait des déclarations de Petraeus, se souviendrait des déclarations de Benodj, mais sauf que ce n'est pas forcément son rôle. Pour continuer simplement ce que disait Elsa à propos du fait que ces déclarations signent à l'évidence on ne rasera pas la Russie, mais on rasera l'armée russe. Or, c'est un des instruments de pouvoir. Et cet instrument de pouvoir, c'est attention, si votre président venait à vous demander d'utiliser l'arme nucléaire, vous seriez rasé directement. Donc, qu'en pensez-vous ? Et là, peut-être que l'instrument de pouvoir qu'est l'armée russe se dit « Ouh là là, on ne va pas aller jusque-là parce que le pouvoir, nous, on va le perdre complètement. » C'est clairement une tentative de les scinder, de découpler le pouvoir politique qu'a Vladimir Poutine de son état-major, puisque l'état-major, on le sait, est réticent à mener cette campagne. On leur demande d'aller un peu plus loin. Et pardon, d'un mot, pour rebondir sur ce que disait Jean, de ce que vous en connaissez, est-ce que Londres, Paris et peut-être Washington, Borrell cite Washington aussi, auraient les moyens de cibler, d'anéantir l'armée russe avec de l'arme conventionnelle ? Avec de l'armement conventionnel essentiellement américain. Je voudrais rappeler quelles étaient les frappes dans le début de la guerre en Irak. Ce n'est pas 70 missiles, c'est 750 missiles. Et il faut savoir où les envoyer. Mais ça, ce n'est pas un sujet. Il y a peut-être des bases souterraines. Non, enfin, je n'en sais rien du tout. Non, vous avez raison. Vous ne serez pas, ce ne serait pas 100%. Les bateaux, ils seraient probablement tous coulés. Une partie des sous-marins et une partie de tout ce qui est actuellement fait face à l'Ukraine serait probablement rasée, plus un certain nombre de bases militaires qui sont parfaitement identifiées avec... En Russie ? Oui, en Russie, bien sûr, en Russie. Oui, non, mais tout à fait. Et pour prolonger, est-ce que les bases atomiques de la Russie, on aurait les moyens, l'Occident, Londres, Paris, Washington, aurait les moyens aussi de les anéantir ?
Alors, toutes, je ne sais pas, mais un certain nombre, certainement. Hein. C'est la première frappe. Certainement. C'est-à-dire, Frappe. si on frappe les premiers, on peut effectivement... C'était en 1962, je reviens sur la crise de Cuba, je suis désolé, c'est mon côté historien, ça. C'est qu'en 1962, ce que voulait le Patagone, c'était la première frappe. C'est-à-dire, on y va et on règle une bonne fois pour toutes le problème russe. Patton, le général Patton, par exemple, un des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, dès 1945, voulait envahir l'URSS pour régler le problème russe. Donc, totalement ignorant de ces choses-là, mais quand on a l'arme atomique, est-ce qu'il n'y a pas des bases enterrées à 40 mètres sous terre et qui sont indétectables ou... Si. Non, mais attendez, techniquement, ce que dit Borrell, c'est parfaitement faisable. Je rejoins le général Trinquant. Y compris Frédéric pour l'arme atomique. Non, bien sûr, mais sur le plan, ne serait-ce que sur le plan conventionnel, les Américains et leurs alliés, mais notamment les Américains, franchement, aujourd'hui, ils surdominent ce qui existe sur la planète, y compris en Russie. Mais politiquement, ce n'est pas possible parce que, au regard de la force de frappe russe, c'est presque 6 000 missiles. Évidemment, on ne pourrait pas faire ça. Mais ce qui est intéressant, Elsa l'a dit tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'adresse là à une armée russe qui est déjà très manifestement démotivée. Et c'est ça qui me paraît intéressant dans la déclaration un petit peu fantasque de Borrell. C'est ça. Donc on n'est pas certain qu'on éliminerait, qu'on anéantirait, pour reprendre le vocabulaire de Borrell, 100% de cette armée russe. Mais peut-être qu'on en anéantirait suffisamment pour que cette même armée se dise on est prêt à empêcher Vladimir Poutine de faire une grosse bêtise. Ce qui est intéressant, ce que dit le général Trinquant, c'est que de toute façon, pour anéantir l'armée russe, vraiment, le mot anéantir est très particulier, c'est qu'il faut frapper des bases en URSS, en Russie. Oui, j'ai côté historien. Oui, et voilà, 30 ans de service à Bruxelles. Voilà, c'est ça. Donc, il faut mais si on tape les bases, là, on a pénétré sur le territoire national. Et là, la doctrine nucléaire russe s'applique. Donc, il pourrait très bien riposter. Là, vous allez plus loin. Là, alors, il y a l'analyse bien sûr, il y a l'analyse du général Trinquant, mais qu'il faut quand même scinder. Ce n'est pas ce qui est dit, ni par Emmanuel Macron, ni par Borrell, qui se gardent bien, ni par les Américains, d'élucider ce mystère. Serait-ce l'armée russe en Ukraine ou serait-ce l'armée russe dans sa totalité? Est-ce que ce serait possible de rassurer juste d'un mot aux téléspectateurs? Parce que là, on a un débat qui est, à mon avis, tout à fait passionnant, qui techniquement est juste, me semble-t-il en tout cas, qui est quand même heureusement, très théorique. Je rappelle que même Vladimir Poutine, qui à 5 reprises, soit lui-même, soit en envoyant son allié, monsieur Medvedev, son obligé Medvedev, faire usage ou agiter l'épée de Damoclès d'un apocalypse, aujourd'hui, on sait de sources extrêmement sûres qu'il n'a jamais une seule fois depuis le 24 février procédé ne serait-ce qu'à une préalerte nucléaire. Donc on est pour l'instant dans un débat heureusement très théorique. Et je voulais aborder cette question avec vous, Frédéric, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Au tout début mai, vous faisiez une tribune, alors que cette menace nucléaire était souvent agitée, pour dire menace de guerre nucléaire, calme, du calme. Sous-entendu, beaucoup de gesticulations, probabilité infime. Oui. Parce que vous sous-entendiez qu'on avait affaire quand même à quelqu'un de rationnel. C'est-à-dire que l'utilisation d'une arme nucléaire serait catastrophique pour Vladimir Poutine. Elle ne lui rapporterait pas forcément grand-chose sur le champ de bataille, si on parle d'armes nucléaires tactiques. Elle le mettrait au banc de la planète entière, y compris de ses camarades chinois ou autres. Est-ce que vous avez toujours le même avis, le même sentiment? Absolument, notamment parce que M. Poutine a plus que jamais besoin d'une mansuétude chinoise. Il faut bien considérer que ces derniers mois, ces dernières semaines, et notamment après cette tribune parue dans l'Express, les Chinois ont mis dans sa bouche leurs propres mots. Lorsque Poutine a fait cette déclaration hallucinante, c'était lors de la réunion du groupe de Shanghai, si ma mémoire est bonne, on disait, nous comprenons les interrogations des Chinois. Enfin, mettre ça dans la bouche de Poutine, c'est extraordinaire d'une part. D'autre part, à ce jour, il n'y a aucun soldat chinois en Ukraine aux côtés des soldats russes. Il n'y a aucune arme chinoise entre les mains des soldats russes, et que les Chinois achètent le pétrole russe à des prix totalement cassés. Mais Frédéric, ce raisonnement sous-entend que Vladimir Poutine est toujours un être rationnel, ce qui est quand même la probabilité la plus forte. Pour l'essentiel, brutal mais rationnel. Mais vous entendez un certain nombre de gens dire qu'il y a une dérive notamment un peu mystique du sommet de l'État russe, où le politique et le religieux même se mêlent pour faire naître un sentiment, de sacrifice. Et si la Russie était poussée par sa défaite militaire, au fond, était repoussée vraiment sur son territoire, l'humiliation serait telle
qu'il pourrait y avoir cette tentation. Vous ne me permets de partagez pas ce sentiment, cette tentation d'apocalypse après, parce que... L'instrumentalisation du religieux au profit du politique, ça, c'est pas nouveau, c'est très poutinien. D'ailleurs, ce n'est pas que poutinien, malheureusement, ces dernières années. On l'a vu aussi en Inde, aux États-Unis, ailleurs, en Hongrie, etc. Malheureusement, et en Turquie, bien sûr. Mais effectivement, ça existe. Et on l'a vu Là-dessus- chez les islamistes. Et bien sûr, là-dessus, vous avez raison. Deux. Non, mais je ne sais pas qui a raison. C'est un constat, mais je le partage. Deux, il y a effectivement une mésestimation de nature, comme je le disais tout à l'heure, idéologique depuis le 24 février, à maintes reprises, notamment lorsque, de manière fantasmatique, ils considèrent les Européens comme des décadents. Donc évidemment, ils ne pensaient pas qu'on allait réagir. Et je vous passe Sleepy Joe, qui ne sleep pas du tout en ce moment. Le président américain qui, contrairement à ce que Trump disait, mais on était en campagne électorale, et à ce que M. Poutine croit, il ne dort pas. Et on a affaire à un président américain qui, en dépit de certaines chutes de vélo, se comporte de manière extrêmement crédible à la fois en Ukraine et dans l'Indo-Pacifique. Parenthèse fermée. En revanche, là où je rejoins ce qui sous-tend votre question, c'est que s'il y avait un effondrement militaire russe sur le front actuel et que l'armée ukrainienne pénétrait sur le territoire russe, là, on ne jurait plus de rien. Mais je ne crois pas à cette hypothèse. Moi, je me méfie toujours des gens qui parient sur la rationalité de dictateurs. C'est parce qu'encore une fois, il suffit de regarder l'histoire. Je veux dire, les Britanniques ou les Français en 1939 étaient encore 2 jours avant le début de la guerre en train de nous expliquer que M. Hitler était un gentleman et que ces gens étaient rationnels. Moi, je me rappelle encore quand Erdogan est arrivé au pouvoir, on nous expliquait doctement, des géopoliticiens notamment, qui nous expliquaient doctement que Erdogan, ça allait devenir comme les démocrates chrétiens occidentaux, c'est-à-dire des démocrates musulmans. On nous a expliqué que Netanyahou allait faire la paix avec le... Parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Oui, mais là, on parle de l'apocalypse. Oui, enfin, mais, voilà, c'est ça. on parle d'une décision inédite depuis 1945. Je veux dire, quand on revoit de l'histoire aujourd'hui d'Adolf Hitler, on voit dès 1933 que ce type est un dingue, mais on a mis très longtemps à l'admettre. On a mis extrêmement longtemps. Donc je crois qu'il faut arrêter de se rassurer en disant qu'on a affaire à des êtres rationnels. Et je crois que... Même sur ce sujet-là. Même sur ce sujet-là, je n'y crois pas. Je crois vraiment qu'il faut se préparer à chaque fois au pire. Parce que c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Exactement, voilà. Et moi, je me rappelle encore en décembre dernier, quand je rencontrais les ambassadeurs de l'OTAN et qui me disaient il va y avoir la guerre. Les gens qui étaient avec tous les renseignements américains entre les mains, qui disaient il va y avoir la guerre, c'est pas possible, ils sont en train de cerner l'Ukraine, ils sont en train de refaire effectivement les grandes opérations de contre-offensive de l'armée rouge en 1942-43, et personne, les politiques avaient du mal à le croire, c'est-à-dire que les gens sur le terrain disaient attention, et maintenant je crois que le 24 février a servi de réveil, et derrière que les gens se disent on prépare le pire, et c'est vraiment à ces tons-là qu'il faut lire les déclarations de Biden, de Petraeus, d'Emmanuel Macron, voire de Borrell. Là-dessus, Elsa Vidal, vous êtes plutôt sur un discours sur ce sujet-là, la rationalité quand même l'emporte. Ou bien sûr, on ne sait pas. Parce que c'est vrai qu'on a du mal à... Personne ne peut prétendre aujourd'hui qu'il est dans la tête de Vladimir Poutine. Personne, même pas M. Shoigu, même pas son ancien ministre de la Défense. Oh, bah, c'est normal, Shoigu, c'est pas un proche, c'est un homme qui doit tout à Poutine. Donc il fait partie en ce moment des exécutants et il bénéficie du régime. Mais effectivement, il n'est pas la colonne vertébrale de Vladimir Poutine, en tout cas idéologiquement. Mais d'une part, on ne peut pas s'assurer de la santé d'esprit de Vladimir Poutine. On n'a pas accès à Vladimir Poutine. Très peu de gens ont accès à Vladimir Poutine. Ce qu'on a, ce sont quelques échantillons de ses discours publics. On a aussi des comportements, c'est-à-dire un isolement grandissant. Et effectivement, on doit prévoir le pire en ce qui le concerne, étant donné qu'en plus il insiste en disant qu'il ne bluffe pas. Et généralement, les Russes, en matière militaire, sont assez quand même lisibles. Il y a beaucoup de choses qui sont accessibles et... bien sûr, ils nous trompent dans la guerre, mais ils annoncent assez facilement la couleur et ce qu'ils poursuivent. Donc c'est important, je pense, de se préparer à tout et de le faire savoir, contrairement à d'autres qui pensent que peut-être il vaudrait mieux ne pas le faire savoir. Je pense qu'il faut le faire savoir. Bon, se préparer au pire, tout en ne croyant pas au pire. Bon, mais voilà, non, mais c'est peut-être la bonne attitude. Mais vous comprenez l'enjeu, c'est pas un débat spéculatif. Ça signifie que si on se donne tous les moyens pour que l'Ukraine puisse récupérer les territoires qui lui sont dus, qui font partie de l'Ukraine, certains vont vous dire, pas trop quand même. Parce que si on arrive jusqu'au territoire d'avant même 2014, mais laissons la Crimée à part pour l'instant, d'avant même 2014, on prend le risque
de réveiller l'ours irrationnel russe. Non. Donc ça a un impact direct sur notre Alors, politique. je vais dire, le premier point, en tant que militaire, on prépare toutes les options. On doit avoir toutes les options prêtes, y compris les pires. Il faut toujours réfléchir aux pires. Ensuite, ce que vous dites, quand vous parlez aux pays de l'Est, ils vous disent, mais l'ours, il est réveillé. Il y a longtemps. Vous aviez oublié, on vous l'avait dit. Vous ne nous aviez pas écouté. L'ours est réveillé. Et je reprends toujours ce qu'a dit Lloyd Austin tout à fait au début de la guerre. Il faut affaiblir la Russie pour l'empêcher de recommencer ailleurs. Voilà. Donc ça veut dire on va jusqu'au bout de ce que la Russie a fait, donc les frontières internationalement reconnues de l'Ukraine, parce que sinon, ils vont recommencer ailleurs. Mais Jean Ils vont pourrait gagner. vous dire, attention, si on va jusqu'au bout pour affaiblir la Russie, c'est irrationnel. On ne sait pas comment fonctionne Poutine. Comme avait dit Vladimir Poutine, vous savez, à propos des Tchétchènes, je les poursuivrai jusqu'au fond des chiottes. Mais moi, je commence à me poser la question si, effectivement, il faut On ne va pas renoncer, Jean, à aider l'Ukraine tant qu'on le peut pour reconquérir Moi, je pense qu'il faut y aller. Et je pense que cette guerre ne finira pas et la Russie ne cessera de présenter une menace que lorsque Poutine sera mort au fond de son bunker. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis d'une brutalité extrême. Je crois, quand j'entends encore des gens qui vous expliquent qu'on va négocier la paix avec Poutine, on ne négociera rien avec Vladimir Poutine. C'est aussi simple que ça. C'est la défaite totale en race campagne. Moi, je pense Pas de négociation, la capitulation. Très Voilà. important. On va en dire un mot tout à l'heure. Il est très important, je pense effectivement, de ne pas nous charger de la responsabilité politique qui incombe à Vladimir Poutine. Ce n'est pas à nous d'avoir peur d'une éventuelle réaction de Vladimir Poutine si l'ordre international venait à être rétabli. Si à ce moment-là, Vladimir Poutine juge qu'il vaut mieux tirer une bombe nucléaire plutôt que de reconnaître une défaite sur un champ de bataille, c'est sa responsabilité politique pleine et entière. Et il faut, de notre côté, nous assurer que nous ne nous soumettions pas par avance à une peur que les dirigeants russes cherchent à inspirer chez nous. À un chantage, parce